Merci à Ferramoudi et à Éric Giraud de cette invitation à Marseille pour parler de mes marottes. Je viens régulièrement à Marseille pour parler de mes marottes et si j'en juge par la salle, vous n'êtes pas lassé de m'entendre parler de mes marottes. Alors c'est quoi ces marottes? Eh bien, comme vient de le dire Éric Giraud, c'est d'essayer à partir d'une expérience anthropologique de repenser les conditions de notre rapport au monde qui a été bouleversé depuis plusieurs siècles par l'extraction des énergies fossiles, le développement du capitalisme marchand puis industriel, la promesse de l'émancipation liée à la promesse de l'enrichissement ou en tout cas de niveau de vie meilleur, ce qu'on appelle maintenant la croissance, et dont on voit bien que c'est un modèle qui est en train d'être épuisé et les solutions qui sont présentées, les solutions aménagistes, pourrait-on dire, à l'évidence ne fonctionnent pas. Ce nouveau régime climatique dans lequel nous sommes rentrés, que l'on désigne parfois du nom d'Anthropocène, ce nouveau régime a rendu pathétiquement visible l'inadéquation des mots au moyen desquels nous désignons les réalités qui nous entourent ou que nous aspirons à connaître. Comment, par exemple, peut-on qualifier de phénomène naturel, on l'entend encore très souvent, un état de fait, de climat, dont on mesure de mieux en mieux les dimensions anthropiques? Comment, à l'inverse, pas continuer à parler d'environnement, c'est-à-dire de ce qui environne les humains, lorsque la science des écosystèmes nous enseigne que les interactions entre les organismes et avec leur milieu de vie doivent être appréhendées d'un point de vue systémique et non pas comme le seul entourage d'une seule espèce, aussi perturbatrice soit cette espèce. Or, il se trouve que cette inadéquation, de plus en plus patente entre des mots et des choses, est un phénomène dont les anthropologues ont fait l'expérience de longue date, puisque les notions clés des sciences sociales qu'ils sont conduits à employer comme un langage commun se révèlent en fait très infidèles aux réalités qu'ils sont conduits à décrire, qu'ils aspirent à décrire, dès lors qu'ils abordent des mondes fort différents de celui dont ils proviennent. Les notions clés des sciences sociales, des notions comme culture, nature, société, histoire, économie, religion, art, etc. Ces notions, elles ont certes permis d'élucider notre condition collective d'Européens et de mettre des mots sur des phénomènes qui commençaient à prendre une certaine autonomie, une certaine consistance perceptible entre le début du XVIIIe et la fin du XIXe siècle, une période cruciale durant laquelle ont été forgés les principaux concepts qui ont permis à l'Europe de se définir réflexivement en tant que collectif ancré dans un processus historique. Mais du fait de leur genèse, ces concepts sont tout sauf transhistoriques. Ils résultent, au contraire, d'une histoire sociale et culturelle tout à fait singulière. Donc, liés qu'ils sont, ces concepts, de façon intrinsèque au destin sociopolitique de l'Europe moderne, avec, pour certains d'entre eux, évidemment, un ancrage plus ancien. On pourra revenir sur cette question. Et liés à l'émancipation de l'Europe vis-à-vis des sociétés d'ancien régime, lié à son entrée dans le capitalisme marchand, dans le capitalisme industriel, ces concepts ont pourtant été réemployés par les sciences sociales, héritées évidemment de la philosophie des Lumières, pour décrire et pour expliquer des sociétés non européennes, comme si la validité descriptive de ces concepts était universelle. Or, cette conviction tranquille que nos sociétés européennes pouvaient servir d'étalon pour qualifier toute forme d'association entre les êtres est en réalité liée à l'idéologie
évolutionniste qui était dominante dans la période de formation des sciences sociales au XIXe siècle et qui voyait tous les groupes humains comme destinés à parcourir les mêmes étapes pour devenir peut-être un jour, et avec l'aide de la colonisation bien sûr, des sociétés analogues à celles que l'on trouvait en Europe, des sociétés que je décris ici avec des guillemets, avec le même genre d'institution, avec le même genre de découpage entre des instances économiques, politiques, idéologiques. En attendant, ces sociétés que la colonisation découvrait et soumettait, elles n'en étaient au fond que des préfigurations imparfaites de nos sociétés à nous, dans lesquelles les ethnologues s'efforçaient de discerner la forme encore brouillée de leur future réalisation en tant que société complète, analogue au nôtre. Mais cet eurocentrisme des concepts des sciences sociales, des concepts qui sont maintenant rentrés dans un parler ordinaire, nous nous en servons tous les jours, cet eurocentrisme ne les rend pas seulement, ces concepts, inadéquats à décrire des réalités différentes de celles qui nous sont familières en Europe et de façon plus générale dans le monde moderne qui s'est déployé à partir de l'Europe. Cet eurocentrisme rend aussi ces concepts inappropriés à se saisir de l'état du monde dans lequel nous sommes rentrés avec le nouveau régime climatique, un état caractérisé par des frontières de plus en plus poreuses entre le monde des humains et le monde des non-humains. Alors, si l'on peut dire que l'attraction terrestre, la photosynthèse, la formule chimique de l'eau qualifie des objets et des phénomènes dont les principes de composition et de fonctionnement sont identiques partout sur notre planète, il n'en va pas du tout de même de notions comme société, culture ou nature qui découpent la trame du monde selon des schèmes organisateurs qui sont propres à une seule partie du monde et à une certaine époque. Donc des concepts qui sont parfaitement relatifs tout en se prétendant universels. C'est pour cela qu'il m'a semblé nécessaire de poursuivre plus loin la réflexion en ne m'en tenant pas seulement à la critique de telle ou telle notion du répertoire sociologique et en remontant vers un niveau plus profond d'élaboration du monde commun. En l'occurrence, au niveau de la détection des régularités dans le monde, lesquelles, lorsqu'elles sont systématisées, ont pour effet de produire des formes de collectif, des conceptions du sujet, des théories de l'action, des modes épistémiques, des conceptions du temps et de l'espace qui sont propres à de larges univers sociaux. Et en procédant de cette manière, je ne considère plus, comme il est d'usage encore majoritairement dans les sciences sociales, les sociétés comme des réalités déjà constituées, c'est-à-dire comme des assemblages d'humains qui se sont donnés des conventions, mais je cherche plutôt à comprendre comment apparaissent des collectifs singuliers dont seulement certains se pensent comme des sociétés chez nous, en Europe, à partir de quelques siècles. Et des modèles de collectifs qui se sont évidemment exportés ensuite dans bien des régions du monde, mais pas toutes, avec la colonisation et avec la globalisation des échanges. Alors on peut appeler ça un détour ontologique, à condition de dire que ce n'est pas une thèse, comme on définit habituellement l'ontologie sur ce qu'il en est des choses du monde, mais une enquête sur la façon dont les humains détectent telle ou telle caractéristique des objets pour en faire des noms. Et c'est parce que ces modalités premières de l'identification du monde varient
que les formes de collectifs que les humains vont imaginer pourront elles aussi différer. Les humains seront dès lors immergés dans des configurations politiques, dans des types d'échanges, dans des genres, dans relations entre eux et avec les non-humains qui varient largement, qui se transforment au fil du temps. Donc mon ambition, c'est de faire descendre à un niveau tout à fait élémentaire la visée critique des sciences sociales pour les rendre mieux aptes à saisir la forme générale des interactions entre les êtres. De ce point de vue, d'ailleurs, il ne s'agit plus seulement de sciences sociales, c'est-à-dire concernant exclusivement des ensembles intégrés d'humains, puisque à l'intérieur de ces assemblages très divers, les interactions à étudier et à comprendre se déroulent entre des agents aux statuts ontologiques qui sont effectivement très différents, des humains bien sûr, mais aussi des organismes, des artefacts, des représentations, des accroches et des effets physiques, des divinités, des images et bien d'autres éléments encore, une sirène d'incendie ou un faucon passerelle. Autrement dit, la science à construire serait plutôt une science générale des relations, une écologie au sens large, et c'est une science encore à venir, et à laquelle pourraient contribuer toutes les disciplines qui s'occupent de ce que l'on pourrait appeler, alors c'est un terme un peu lourd, mais je n'en connais pas d'autre, je n'ai pas réussi à en forger d'autres, l'interagentivité. Qu'est-ce que c'est que l'interagentivité? C'est ce processus qui fait surgir des propriétés émergentes du fait de l'interaction entre des agents humains et non humains, possédant des qualités différentes, mais capables de s'affecter mutuellement, comme un faucon ou une alarme. En attendant que cette science existe, car malheureusement elle n'existe pas encore, j'essaye de faire cela en anthropologue, puisque c'est ma formation, mais avec une exigence fondamentale, à savoir de situer l'analyse anthropologique à un niveau, disons, plus élémentaire que celui où elle a opéré jusqu'à présent. On ne peut pas, à mon sens, expliquer le système des différences dans la manière proprement humaine d'habiter le monde en envisageant ces différences comme le produit dérivé de tel ou tel type d'institution, de tel ou tel type d'organisation économique, de tel ou tel type d'infrastructure technique, de régime de valeurs, de vision du monde, bref, de tous ces aspects des collectifs qui sont hypostasiés en instance par les sciences sociales afin de mettre en évidence des déterminations. Tous ces aspects, à mon sens encore, sont au contraire les résultats stabilisés d'intuitions plus fondamentales quant à ce que le monde contient et quant aux relations qu'entretiennent ses composantes humaines et non humaines. C'est pourquoi le mot ontologie, un mot savant et philosophique, m'a paru idoine pour désigner ce niveau analytique que j'avais appris à qualifier dans ma jeunesse de philosophe, grand lecteur de Husserl, de antéprédicatif, c'est-à-dire avant même que l'on puisse coller un prédicat sur ce que l'on perçoit, observe, etc. Autrement dit, cette exigence, c'est au fond une sorte d'exigence d'hygiène conceptuelle. Il faut chercher les racines de la diversité des usages des humains à un niveau plus profond, celui des différences dans les inférences de base qu'ils font en fonction des situations à propos des êtres, des sortes d'êtres qui peuplent le monde et des façons dont ces êtres se lient et s'affectent mutuellement. De là découlent des collectifs au sein desquels se déroule la vie commune, et de là découle la nature
de leur composition, et de leur décomposition aussi, parce que pour composer quelque chose, il faut d'abord avoir décomposé. De là découlent les formes de subjectivation et d'objectivation, de là découlent des régimes de temporalité et les formes de la figuration. Au fond, de là découle, à mon sens, toute la richesse de la vie sociale et culturelle. Alors, quelles conséquences ce genre de reformulation dans lequel je me suis engagé depuis quelques années, quelles conséquences peut-elle exercer cette reformulation sur la façon dont on pourrait concevoir une nouvelle cosmopolitique? C'est un terme qu'on emploie beaucoup, c'est un terme que nous devons à Kant, mais je l'emploie dans un contexte évidemment très très différent de celui de Kant, qui avait comme pour projet une sorte d'œcuménisme universel des gens civilisés, cela va de soi. Je l'entends comme un système, au fond, d'accommodement conjoint entre les êtres et les choses qui tenterait d'échapper à l'eurocentrisme des catégories au moyen desquelles nous concevons les rapports juridiques et les rapports politiques à la Terre, aux objets physiques et aux non-humains. La première conséquence, je pense, elle relève du constat. Constat que font les anthropologues, même s'ils ne formulent pas toujours de cette façon-là. La première différence, la principale différence entre les cosmopolitiques non modernes ou extra-modernes, si vous voulez, et les institutions politiques modernes, tient au fait que les cosmopolitiques non modernes sont en mesure d'intégrer, évidemment, les non-humains dans les collectifs ou de voir les non-humains comme des sujets politiques agissant dans leur propre collectif, tandis que les institutions politiques modernes, évidemment, confinent les non-humains à des fonctions d'entourage, de ressources ou de support à l'activité symbolique. Autrement dit, les genres d'êtres qui résultent des cosmopolitiques non modernes ou extramodernes ne sont pas ceux avec lesquels nous, les modernes, nouons d'ordinaire des liens sociaux, habitués que nous sommes à vivre dans des collectifs exclusivement composés de personnes humaines. Les cosmopolitiques non modernes ou extramodernes sont au contraire des associations d'humains et de non-humains qui peuvent prendre des formes extrêmement différentes. Alors, je vais vous en donner un exemple, ou plutôt vous donner des exemples de la prudence avec laquelle il faut procéder lorsqu'on essaye de définir ces choses-là. Si l'on examine attentivement quelles sont les composantes de ce que les ethnologues appellent un groupe de filiation, c'est partie des choses qu'on apprend au tout début de sa carrière de jeune ethnologue, c'est-à-dire un village ou un clan par exemple. Si l'on examine attentivement quelles sont les composantes d'un tel ensemble, là où ils existent, non pas telles que l'anthropologie les définit, c'est-à-dire comme une succession d'humains qui descendent d'un ancêtre commun, la définition standard, mais tels que les gens qui possèdent ce genre d'institution les conçoivent, alors on s'aperçoit que ces unités sociales contiennent bien plus que des humains. J'en prendrai rapidement 3 exemples. Chez les Peuls Wodabé du Sahel, il y a un terme qui est doudal. Je laisse un peu de temps pour la transcription analogique. Le terme doudal désigne ordinairement, sous la plume des ethnologues, une fraction de lignage, à savoir, c'est la plus grosse unité segmentaire fonctionnant comme une personne morale. Une entité politique, si vous voulez, et qui permet des régimes d'action communs. Toutefois, et comme l'ethnologue italien Angelo Bonfiglioli l'a montré, doudal, en fait, désigne à la fois
une lignée d'humains et une lignée de zébus, que les humains ont sélectionné au fil des générations. Autrement dit, un groupe d'humains, le doudal lignage, et un groupe d'animaux domestiques, le doudal troupeau, forment ainsi une totalité continue et intriquée, désignée par le même terme. On peut dire la même chose dans une toute autre région du monde d'une notion qui est employée par les pasteurs Tuva de Sibérie, les pasteurs de Rennes. Le terme c'est Al-Kodan. Et Al-Kodan a une signification qui en fait est plus large que celle de Doudal. Mon collègue Charles Stepanov explique que Al-Kodan réfère à la fois à un campement, à ses occupants humains, à ses chiens et à son troupeau, mais aussi à ses yourtes, à ses enclos et aux pâtures qui le bordent. En sorte que les humains, les non-humains et la terre se voient inextricablement incorporés dans cette notion. Et la solidarité de tous les membres de ce collectif, qui paraît ontologiquement hybride pour nous, mais qui ne l'est pas pour les pasteurs Tuva, cette solidarité, elle devient évidente en période de crise. Lorsque le troupeau, par exemple, est affecté par une maladie, une épizootie, les humains vont souffrir de cauchemars, et c'est un signe de ce que l'Al-Kodan, cette entité, ce collectif, dans son ensemble, est attaqué par des esprits malveillants. En conséquence, c'est tout l'Al-Kodan qui doit être traité par un chaman. Les Mongols ont une notion tout à fait analogue qui se dit Kot Aï. Dernier cas, c'est un terme que certainement certains d'entre vous connaissent, c'est le terme au moyen desquels on appelle dans les Andes un collectif dont la définition varie. Ce terme c'est Aïgou. Dans la littérature ethnographique, le terme Aïgou est traditionnellement défini comme un groupe de parenté, comme un lignage, parfois comme une communauté autochtone possédant une assise territoriale et s'engageant dans des actions communes, notamment dans des actions rituelles. Or, lorsqu'on regarde en détail l'ethnographie des communautés andines, il est évident qu'un Aïgou, c'est beaucoup plus qu'un groupe humain. Un Aïgou comporte aussi des plantes, des animaux, des esprits du lieu, et bien d'autres choses encore. Écoutons ce que dit à ce propos Justo Ocha, qui est un informateur d'une collègue ethnologue péruvienne et américaine, Marisol de la Cadena, dans la région de Cusco. Je le cite. Un Aïgou, c'est comme un tissu, et toutes les choses du monde, les gens, les animaux, les montagnes, les plantes, sont comme les fils qui forment les motifs. Les êtres de ce monde ne sont pas seuls. De même qu'un fil tout seul n'est pas un tissu, un humain est toujours en Aïgou avec d'autres êtres. Et il conclut, c'est cela Aïgou. Autrement dit, dans le clan, dans le lignage, dans le groupe totémique, quels que soient les termes au moyen desquels on désigne ces unités qu'on avait pendant longtemps conçues comme des unités exclusivement sociales et comportant exclusivement des humains, il y a toujours beaucoup plus que des hommes, que des femmes, que des enfants, vivants ou morts. Il y a aussi des animaux, il y a des plantes, il y a des territoires, il y a des divinités, il y a des esprits, il y a des sanctuaires, il y a des agents pathogènes, il y a des savoirs, il y a des savoir-faire, et mille autres choses encore qui sont nécessaires à la vie. Et ces composantes, elles sont présentes dès l'origine. Elles sont constitutives de l'unité mixte que forment ces segments que je viens de décrire. Elles ne sont pas surajoutés après comme une sorte de décor subjectif. Donc,
l'idée selon laquelle l'unité d'analyse de l'anthropologie, je ne parlerai que de ma science, je ne vais pas généraliser aux sciences sociales, mais je me cantonne à l'anthropologie, l'idée selon laquelle l'unité d'analyse de l'anthropologie est fournie par les seuls humains, c'est contenu dans le terme même qui définit cette science, constitue un blocage. Et un blocage qui a obscurci l'analyse des dimensions proprement politiques de la vie collective ailleurs que dans les sociétés modernes. Alors il y avait des raisons à cela, bien sûr, et même d'excellentes raisons. L'anthropocentrisme de la modernité plonge ses racines philosophiques dans la lutte contre l'ordre organique de l'Ancien Régime, qu'accompagne le développement de l'individualisme, socle pour les modernes de toute légitimité, ce qui a eu pour résultat de promouvoir des institutions et des régimes d'existence en rupture franche avec les assemblages pré-révolutionnaires. Que s'est-il passé en effet du point de vue de la recomposition des rapports entre humains et non-humains, disons entre la fin du XVIe siècle et le XIXe siècle, d'abord en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe et ensuite aux États-Unis? Eh bien, les segments hiérarchisés des collectifs à ordre statutaire se sont décomposés pour libérer une foule immense d'individus humains, égaux en droit, mais que des disparités concrètes continuent de séparer, tant à l'intérieur des communautés particulières où ils sont répartis qu'au sein de l'agrégat formel que ces communautés particulières constituent dans ce qu'on a pu appeler à un moment le concert des nations. Et donc les cosmos mixtes que chaque collectif avait taillé à ses mesures se sont dilués dans un univers infini, peu à peu reconnu comme tel par tous ceux qui, indépendamment de leur position sur la surface de la Terre, et c'est la complexité de la modernité précisément, c'est qu'elle est née en Europe mais s'est diffusée ailleurs, indépendamment de leur position sur la surface de la Terre, tous ceux qui admettent l'universalité des lois non humaines qui régissent cet univers. La cité de Dieu s'est fragmentée en une multitude de sociétés, c'est là qu'on a commencé à employer le terme, d'où les non-humains ont été bannis, en droit bien sûr, sinon il est bien sûr toujours en fait, donnant ainsi naissance à des collectifs de même nature et donc comparables, quoique longtemps réputés inégaux entre eux sur une échelle évolutive, en raison notamment de l'incapacité apparente dont quelques-uns de ces collectifs semblaient faire preuve dans ce qu'avaient réussi les modernes, c'est-à-dire expulser du cœur de leur vie sociale les non-humains de toutes sortes qui s'y étaient accommodés. Donc l'invention des collectifs modernes passe par une épuration radicale. On a fait sortir les non-humains de la cité pour n'y laisser que les seuls humains, seuls sujets de droit. Et la représentation que les modernes se sont donnée de leur forme d'agrégation politique a ensuite été transposée à l'analyse des collectifs non modernes qu'on s'est mis aussi à appeler société, en même temps qu'une kyrielle de spécificités, comme le partage entre nature et culture, comme la différence entre croyance et savoir, entre fait et valeur, ou plus simplement, comme l'idée qu'un clan, un lignage, un aïnou, un doudal, etc., ne contient que des humains. Et c'est avec cette conception, à la fois eurocentrique et anthropocentrique, du politique, que, il me semble, on doit rompre si on essaye de comprendre la situation présente. Il faut pour cela, et notamment lorsque l'on s'intéresse au rapport des humains avec les lieux qu'ils habitent,
se défaire de bien des préjugés, c'est-à-dire prendre conscience de ce que les concepts que nous employons d'ordinaire pour décrire des collectifs non modernes ou extramodernes, ces concepts qualifient des situations qui sont, pour l'essentiel, caractéristiques de sociétés modernes. J'en donnerai deux exemples rapides surtout étant donné l'ampleur des questions que cela brasse. Le premier, c'est la notion d'appropriation, en général et plus particulièrement d'appropriation d'un territoire. C'est une notion qui, quelles que soient les situations historiques, a beaucoup servi aux anthropologues, aux historiens, aux archéologues, pour décrire les rapports d'un collectif au lieu que ce collectif habite, alors que cette notion, elle est typiquement le produit, bien sûr, sous une forme historique qui évolue, d'un système juridique et philosophique qui est propre à l'Occident. Et depuis le début du mouvement des enclosures en Angleterre, l'Europe donc, et puis ensuite d'autres parties du monde, dans son sillage, n'ont cessé de transformer en marchandises aliénables et appropriées de façon privative une part toujours croissante des milieux de vie. Et donc c'est un mouvement de mercantilisation qui n'a pourtant rien d'universel et qui a été en partie rendu possible en Europe par une conception de l'appropriation comme l'acte par lequel un individu ou une communauté devient le titulaire ou s'arroge le droit d'être un titulaire sur une composante du monde, et c'est une conception qui est évidemment très liée à la philosophie politique moderne, telle qu'elle a été développée au XVIIe et au XVIIIe siècle, notamment en Angleterre par des grands philosophes comme Hobbes ou Locke, et liée en particulier aussi à ce qu'un historien des idées, Macpherson, appelait l'individualisme possessif. Or, cette configuration, elle n'a guère de sens pour ce qui est du rapport à la Terre de nombre de collectifs extramodernes, ne serait-ce qu'en raison du fait que dans beaucoup de ces collectifs, et on l'a observé à maintes reprises, notamment dans les royautés non européennes, le pouvoir du souverain porte sur le contrôle des humains, sur le contrôle de la fécondité cosmique et jamais directement sur le contrôle de la Terre qui lui échappe totalement. Merci de l'approbation. Mais c'est aussi la notion de territoire elle-même qu'il faut interroger. Car dans un contexte extra-moderne, un territoire correspond rarement à ce que l'on a pris l'habitude de concevoir sous ce terme depuis l'émergence en Europe du système qu'on a pris l'habitude d'appeler westphalien à cause du traité de Westphalie, à savoir une portion d'espace sur laquelle un État exerce sa souveraineté et dont les limites plus ou moins stables sont reconnues par des États voisins. Il est en effet courant dans les collectifs extramodernes qu'un même espace physique puisse être utilisé comme territoire par différents groupes humains. C'est même aussi courant chez nous, mais on a eu tendance à l'oublier. C'est par exemple le cas du partage de ressources différentes dans un même milieu par des agriculteurs sédentaires et par des pasteurs nomades, qui est fondé sur des règles d'usage des mêmes parcours, des territoires, des friches, etc. C'est le cas du partage aussi entre des régions qui sont occupées par des agriculteurs et par des chasseurs-cueilleurs. Les exemples sont légion, on les connaît bien, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie aussi. Il arrive aussi souvent qu'un collectif humain utilise différents espaces constituant un territoire discontinu, parfois en partageant des portions de cet espace avec d'autres collectifs humains. Un exemple qui est bien connu,
Et c'est ce qu'on appelle l'archipel vertical dans les Andes. C'est un dispositif qui date de bien avant la période incaïque. On peut même d'ailleurs considérer que l'Empire inca est une sorte d'expression d'un dispositif à une échelle considérable de ce système d'occupation d'espace, dans lesquels, qui se maintient jusqu'à présent dans des communautés de langue quechua ou aymara, et au moyen duquel une communauté établie dans une zone centrale, intermédiaire, où elle cultive la pomme de terre et le maïs, par exemple, la pomme de terre dans la partie haute, le maïs dans la partie basse, va entretenir des sortes d'annexes dans des hauts plateaux qui sont réservés à l'élevage des camélidés, tandis que les terres basses sont utilisées pour la culture des plantes tropicales. Ce sont des espaces discontinus qui sont en général dans les annexes du haut et du bas, partagés avec d'autres groupes ethniques, par exemple. En outre, l'usage d'un territoire n'est pas sous l'emprise des sols humains. Il est aussi dépendant d'une foule de non-humains qui semblent manifester une puissance d'agir autonome, des divinités, des esprits, des génies, des ancêtres, des fantômes. Ils peuvent être positifs, mais la plupart du temps ils sont assez embêtants, mais il faut s'accommoder de leur présence. Des plantes évidemment, des animaux, des éléments du relief, des météores, etc. Et donc les humains doivent composer avec tous ces êtres dont ils dépendent. Alors, j'ai employé pour désigner ces assemblages à plusieurs reprises le terme de collectif. Et je voudrais expliquer un peu pourquoi. Contrairement à d'autres catégories qui désignent des ensembles organisés d'êtres, notamment le concept de société, le concept de collectif a l'immense mérite de ne préjuger en aucune façon du contenu de ce qui est associé en son sein, ni des modes d'assemblage des entités qui sont regroupées au sein de ce que ce concept désigne. Donc, avec le collectif, la dissociation ontologique entre des associations d'humains, des sociétés, des nations, des communautés, des lignages, des tribus, des classes, etc., tous ces termes qui nous sont familiers pour désigner des assemblages d'humains, de cette dissociation entre des associations d'humains et des regroupements de non-humains, des espèces, des arbres, des bandes, des filières techniques, des panthéons, des collections, etc., cette dissociation n'a plus lieu d'être. Ce n'est pas que toutes les formes d'organisation, toutes les formes d'association soient identiques, bien au contraire, c'est même le rôle des sciences sociales, en particulier de l'anthropologie et de l'histoire, de les décrire. Mais leur typologie ne repose plus sur la distinction de principes entre humains et non-humains qui fondent le régime de la modernité. Alors comment définir un collectif? Au sens où je l'entends, un collectif c'est une forme stabilisée d'association entre des êtres qui peuvent être ontologiquement homogènes ou hétérogènes. Homogène, ce serait une société. Hétérogène, c'est à peu près tous les autres cas que l'on rencontre de collectifs sur la surface de la Terre. Et des collectifs, donc, ou des stabilisations d'associations, dont aussi bien les principes de composition que les modes de relation entre les composants sont spécifiables et susceptibles d'être abordés réflexivement par des membres humains de ces assemblages, notamment lorsqu'il s'agit de qualifier des relations avec des collectifs voisins où ces principes ou ces modes n'ont pas cours. Et c'est pour ça que les anthropologues peuvent les décrire, parce que les gens les définissent, les caractérisent, comme je l'ai fait tout à l'heure pour Doudal, pour Al-Kodan ou pour Laïdou. On peut donc envisager par exemple, et c'est des cas extrêmement communs, que des humains et des non-humains sont associés dans des totalités qui sont régies par des principes unitaires. C'est exactement l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du Doudal-Peul,
l'Aïlou Andin du camp Touva. On peut aussi envisager que des assemblages monospécifiques d'humains, c'est-à-dire composés d'une seule espèce d'humains, d'un ensemble que nous appellerions une société tribale et qui est conçue comme une espèce à part parce que du fait de ses moyens d'action sur le monde, de son habitat, de son alimentation, de ses parures, de sa langue, ce groupe se conçoit pas comme une espèce au sens où nous l'entendons, mais comme un groupe spécifique ayant des atouts biologiques pour agir sur le monde. On peut appeler ça une tribu-espèce, si vous voulez. On peut donc concevoir que des assemblages monospécifiques d'humains, des tribus-espèces d'humains, interagissent avec des assemblages monospécifiques des tribus-espèces de non-humains, une espèce animale, une espèce de plante, etc. C'est ce que j'ai observé en Amazonie, en obéissant à des règles de sociabilité identiques. Et c'est le cas donc des collectifs que j'ai appelés animistes en Amazonie, en Sibérie, et dans d'autres régions du monde. Et ces genres d'assemblage, évidemment, ils n'ont rien de surprenant pour les anthropologues. Ils n'ont rien de surprenant parce que ce sont les formes habituelles sous lesquelles se présentent à nous les non-modernes dans toute la diversité imaginative de leurs institutions. Donc les collectifs existent sous des formes stabilisées et même canoniques que l'anthropologie sociale et politique a certes décrites de façon fragmentaire, en tâtonnant, pour inventer des concepts, mais qui la plupart du temps étaient dérivés des réalités que nous connaissions en Europe, donc qui étaient inadéquats, mais qu'il n'est pas impossible de restituer dans toute la complexité, dans toute la richesse de leur architecture. J'en ai donné 3 exemples, et les anthropologues font ça, les ethnographes sur le terrain, la plupart du temps. En outre, ces formes de collectifs, elles n'ont pas été inventées par quelques anthropologues clairvoyants pour fournir des gabarits analytiques à leurs collègues, puisque les principes de constitution, les principes de composition de ces collectifs sont tout à fait explicites pour les humains qui en sont membres et qui définissent ces principes ou qualifient ces principes aux ethnologues avec lesquels ils vivent, à un moment en tout cas. Et ces collectifs, donc, dont les principes de composition sont explicites et réflexivement définis par les membres humains qui en font partie, ces membres humains savent aussi fort bien évaluer leur mérite par rapport à ceux qui ont cours dans des collectifs voisins. C'est un leitmotiv de l'enquête ethnographique. On va toujours expliquer pourquoi les voisins sont pas très bons parce qu'ils ne savent pas faire ceci, ne savent pas faire cela, etc. Donc la sociologie comparative, c'est vraiment la chose du monde la plus répandue. De sorte qu'il serait, au fond, absurde et condescendant de réserver ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie comparative des collectifs aux seuls savants qui auraient su, en somme, s'extirper, comme nous essayons, nous sommes quelques-uns à essayer de le faire, s'extirper du front de modernisation. En outre, un collectif n'est pas homologue, évidemment, vous l'aurez compris, aux catégories sociologiques habituelles désignant des associations auxquelles on aurait en quelque sorte ajouté quelques non-humains pour faire bonne mesure, par une sorte de souci louable de complétude. Donc une société plus sa nature, une ethnie plus ses ancêtres, une civilisation plus ses divinités, une catégorie socio-professionnelle plus les outils et les matériaux qu'elle utilise. On voit mal dans un tel cas quel serait le gain d'intelligibilité obtenu, puisque les non-humains continueraient d'être une sorte d'enjolivure rajoutée à un bloc massivement anthropocentrique. Donc c'est pourquoi j'ai fait l'hypothèse, il y a quelques années, que les principes de composition d'un collectif, c'est-à-dire ce qui fixe au fond la nature des êtres qui l'associent, et les liens possibles que ces êtres peuvent entretenir, ces principes de composition dépendent en définitive de ce que j'ai appelé
des modes d'identification. Je vais juste dire quelques mots à ce propos, puisque c'est l'un des arguments centraux d'un livre que j'ai publié, auquel Éric Giraud a fait référence il y a quelques années, qui s'appelle Par-delà nature et culture. L'idée générale est très simple, hein, c'est que l'on doit considérer la diversité apparente ce qu'on appelle traditionnellement des habitudes culturelles comme le produit de processus différenciés de ce que j'appellerais des mondiations, c'est-à-dire de manières d'actualiser la multitude de qualités, de phénomènes, d'êtres, de relations qui peuvent être objectivés par les humains au moyen des filtres ontologiques qui leur servent à discriminer entre tout ce que leur environnement offre à leur appréhension, à leur capacité de détecter des traits significatifs dans ce qui les environne. J'ai appelé ces filtres ontologiques des modes d'identification. Pourquoi? Parce que je me suis simplement fondé sur une définition qui m'avait paru d'une clarté exemplaire d'un de nos grands ancêtres, qui est Marcel Mauss, lorsqu'il écrivait, je le cite, « L'homme s'identifie aux choses et identifie les choses à lui-même en ayant à la fois le sens des différences et des ressemblances qu'il établit. » Les deux choses sont fondamentales, le sens des continuités et des discontinuités. Il faut donc envisager ces modes d'identification comme des schèmes cognitifs, sensorimoteurs, incorporés et développés lors de la socialisation dans un milieu physique et un milieu social particulier, donc dans le contact avec des humains et des non-humains qui se comportent d'une certaine façon, et qui fonctionnent, ces schèmes, comme des dispositifs de schématisation de nos pratiques, de nos intuitions, de nos perceptions, sans mobiliser nécessairement un savoir discursif, c'est-à-dire un savoir qui peut être explicité dans le discours. Autrement dit, c'est le genre de mécanisme que nous connaissons tous très bien, qui nous permet de reconnaître certaines choses comme significatives, d'en ignorer d'autres, qui nous permet d'enchaîner les séquences d'actions sans avoir à y réfléchir, comme lorsque nous faisons notre petit déjeuner le matin, lorsque nous nous habillons, on n'a pas d'attitude réflexive vis-à-vis de ça, et qui nous permet d'interpréter d'une certaine manière des événements et des énoncés qui nous permet de canaliser nos inférences quant aux propriétés des objets présents dans notre environnement immédiat. Or, malgré la diversité des qualités que l'on peut détecter dans les êtres et dans les choses, ou que l'on peut inférer à partir d'indices offerts par leur apparence et par leur comportement, il est plausible de penser que les façons dont ces qualités s'organisent ne sont pas très nombreuses. C'est l'hypothèse que j'ai faite. Nos jugements d'identité, c'est-à-dire la reconnaissance de similitudes entre des objets ou des événements, ne peuvent dépendre de, ça c'est ce que les sciences cognitives nous apprennent aussi, ne peuvent dépendre de comparaisons analytiques menées terme à terme. Pourquoi? Parce que pour des raisons d'économie cognitive, ces jugements d'identité doivent pouvoir s'opérer rapidement et de façon non consciente, par induction, à partir de schèmes partagés qui sont autant de dispositifs permettant de structurer des qualités perçues et d'organiser les comportements. Et donc, à partir d'une expérience de pensée assez simple, j'ai fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas plus de 4 modes d'identification, chacune étant fondée sur des genres de ressemblances et de différences que les humains décèlent entre eux et vis-à-vis des non-humains sur un double plan, physique et moral.
Donc, face à un autrui quelconque, autrui étant pris ici au sens le plus général, ça peut être, encore une fois, un faucon de passerelle ou une Adam, je peux supposer soit qu'il possède des éléments de physicalité, c'est-à-dire qu'il répond à des processus physiques qui sont analogues à ceux que je m'impute à moi-même, et d'intériorité, c'est-à-dire qu'il dispose d'une subjectivité, d'une aptitude à communiquer, etc., identique au mien, j'ai appelé ça le totémisme, soit que son intériorité, sa physicalité sont distinctes des miennes, et j'ai appelé ça l'analogisme, soit encore que nous avons des intériorités similaires et des physicalités différentes, et j'ai appelé cela l'animisme, c'est ce que j'ai découvert en Amazonie sur le terrain, soit enfin que nos intériorités sont différentes, ou en tout cas discontinues, et que nos physicalités sont analogues. J'ai appelé ça le naturalisme, et c'est ce qui définit la façon dont nous percevons, nous identifions les non-humains. C'est-à-dire l'idée tant que les humains sont les seuls à avoir le privilège de la réflexivité, des capacités morales et cognitives, mais on a appris progressivement, depuis le XVIIe siècle, et évidemment l'édifice a été couronné avec le darwinisme, que le fonctionnement physique des êtres était gouverné par des lois qui étaient universelles. Donc je ne vais pas revenir sur le détail de ces modes d'identification dont j'ai décrit les caractéristiques dans plusieurs de mes livres, mais ce qui m'importe, surtout depuis quelques années, c'est d'éprouver la pertinence de ces chaînes en examinant ce qu'on pourrait appeler leur rendement analytique pour rendre compte de variations structurelles dans des champs pratiques et de représentations très diverses. Comment, par exemple, l'animisme, le totémisme, le naturalisme et l'analogisme s'instituent dans des ontologies qui vont privilégier tel ou tel aspect de ces modes comme principe d'organisation du régime des êtres, et comment chacune de ces ontologies, à son tour, préfigure des types de collectifs, en fonction des qualités qui sont perçues tant chez les humains que chez les non-humains. Donc, à rebours de l'approche la plus commune encore en sciences sociales, les choses sont en train de changer, heureusement, peu à peu. Donc ce ne sont pas les catégories dominantes de la vie sociale qui servent ici de gabarit pour penser le monde, un peu selon la formule classique de Durkheim. Vous savez, la religion, c'est la société transfigurée. Autrement, on projette les catégories de la société sur le monde, c'est la religion. Donc c'est ce sociocentrisme qui est tout à fait caractéristique de la façon dont les sciences sociales se sont développées au cours en particulier du dernier siècle. À rebours de cette approche, il me semble que ce sont au contraire les principes organisateurs des cosmologies, la nature des êtres qui les peuplent, les relations qu'il leur est loisible de tisser entre eux, qui vont définir la forme singulière que prennent ces assemblages particuliers d'humains que nous appelons des sociétés, des assemblages que la sociologie plutôt des modernes a découpé d'une certaine façon à la hache dans le tissu du monde pour en faire le modèle de toute existence collective, parce que ces modèles, ces sociétés, telles que nous les percevions, étaient de ce fait plus visibles que les autres, du fait qu'ils se définissaient précisément de façon réflexive par ce qu'ils excluaient, à savoir les non-humains. Et il m'a paru préférable d'admettre que ce sont des principes plus élémentaires, analytiquement antérieurs aux catégories sociales, qui engendrent les assemblages d'humains et de non-humains que j'appelle des collectifs, et qui conditionnent les caractéristiques de ces collectifs. Bref,
c'est le niveau ontologique et cosmologique qui détermine et explique le niveau sociologique et non l'inverse. C'est pour ça que je ne suis pas toujours très en faveur chez beaucoup de mes collègues. Comment concevoir, dans cette perspective, de nouvelles cosmopolitiques? Eh bien d'abord, en reconceptualisant ce qui doit être pour nous un bien commun, disons. C'est-à-dire en étendant le périmètre de ce que cela signifie bien au-delà des objets habituels que l'on désigne sous ce terme l'air, l'eau, les plantes sauvages, etc., pour y inclure aussi le climat, la biodiversité, l'atmosphère, la connaissance, la santé, la pluralité des langues ou des milieux non pollués, etc., etc. Et ceci implique, bien évidemment, de bouleverser la notion habituelle d'appropriation que j'ai évoquée tout à l'heure, comme l'acte par lequel un individu ou un collectif devient le titulaire d'un droit d'usus et d'abusus sur une composante du monde, et cela exige d'envisager un dispositif dans lequel ce serait plutôt des écosystèmes, des milieux de vie, des systèmes d'interaction entre humains et non-humains qui seraient porteurs de droits et dont les humains ne seraient en quelque sorte que des usufruitiers ou, dans certaines conditions, des garants. Dans un tel cas, l'appropriation irait des milieux vers les humains et non l'inverse. Une telle révolution, car c'en est une évidemment, devrait conduire à un changement dans les mécanismes de représentation. J'entends par là dans les mécanismes de délégation, de responsabilité ou de libre arbitre, permettant à des agents, humains ou non humains, engagés dans des collectifs, de faire valoir leur point de vue, au sens purement physique, pas au sens habituellement où on le dit dans les gazettes, c'est-à-dire la position où ils sont et dans la position où ils sont, quels sont leurs intérêts, évidemment par personne interposée dans la plupart des cas, dans la délibération sur les affaires communes. Et du fait notamment de la distinction entre les choses et les personnes que nous avons héritées du droit romain, cette faculté de représentation, elle n'est pour le moment accordée de façon directe aux humains. Or, dans l'esprit de ce que je viens de dire, sur l'appropriation, il me paraît indispensable que le plus grand nombre possible d'agents, j'emploie un terme un peu général, à dessein, le plus grand nombre possible d'agents concourant à la vie commune voient leur situation représentée, non pas comme des individus qui seraient dotés de droits intrinsèques, que ce soit des humains, des chimpanzés, des baleines, des multinationales, etc., qui est la tendance vers laquelle on est en train de se diriger à présent, mais comme des associations d'êtres dans des milieux de vie, quelle que soit la nature de ces milieux de vie. C'est-à-dire des bassins versants, des massifs montagneux, des villes, des quartiers, des littoraux, des mers, des zones écologiquement sensibles, tout ce que vous voulez. Et donc une véritable écologie politique, une cosmopolitique, donc, de plein exercice, ne se contenterait pas de conférer des droits intrinsèques à la nature, comme ça a été fait ça et là, en particulier dans la Constitution d'Équateur il y a quelques années, mais sans donner à la nature les moyens d'exercer ses droits, puisque la nature c'est une abstraction. Une véritable écologie politique s'attacherait à ce que des milieux de vie et tout ce qui les compose, dont les humains, deviennent des sujets politiques, dont les humains pourraient être les mandataires. Et ainsi pourrait prendre une expression politique concrète, ce que j'ai appelé autrefois l'universel relatif au sens de pronom relatif qui concerne des relations, à savoir l'idée que des systèmes de relations plutôt que des qualités
attachés intrinsèquement à des êtres, devraient former le fondement d'un nouvel universalisme des valeurs. Et dans leur rôle de mandataire, les humains ne seraient plus la source du droit, légitimant l'appropriation de la nature à laquelle ils se livrent, ils seraient des représentants très diversifiés d'une multitude de natures dont ils seraient devenus d'une certaine façon juridiquement inséparables. Alors une telle conception peut paraître étrange de prime abord, mais elle est étrange au regard des fondements individualistes de notre présent système juridique et politique. Car l'ethnologie et l'histoire nous offrent par ailleurs de très nombreux exemples de collectifs dans lesquels le statut des humains est dérivé non pas de capacités universellement réputées attachées à leur personne, mais de leur appartenance à un collectif singulier, mêlant indissociablement des territoires, des plantes, des montagnes, des animaux, des sites, des divinités et une foule d'autres êtres encore, tous en constante interaction. Et donc dans de tels systèmes, les humains ne possèdent pas la nature, cette abstraction, ils sont possédés par elle d'une certaine façon. Ou comme le disent dans une formule que je trouve très parlante, les habitants humains de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, nous sommes la nature qui se défend. Alors qu'est-ce qui permet de penser que ces propositions ne sont pas complètement utopiques? Il y a d'abord qu'il y a des expériences qui nous les suggèrent. Je parlais tout à l'heure de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi de très nombreux autres collectifs humains de par le monde qui réclament des droits et qui parfois les obtiennent, non pas seulement pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour protéger une ressource, pour protéger un territoire dont ils vont revendiquer l'usage exclusif, mais parce qu'ils souhaitent protéger une relation singulière entre humains et non-humains, se déployant dans un milieu lui-même singulier. J'en prendrai qu'un exemple, je l'ai déjà souvent utilisé, mais il me paraît hautement significatif et il est cher à mon cœur parce qu'il est très proche de la communauté où j'ai résidé pendant quelques années en Amazonie équatorienne, où je reviens à intervalles réguliers. C'est l'exemple de Salayaku, qui est une communauté amérindienne de l'Amazonie équatorienne, donc qui est menacée de spoliation territoriale par des adjudications de blocs pétroliers à sa périphérie nord. Et bien, dans un document que les membres de cette communauté ont présenté à la COP21 en 2015, ils demandaient la reconnaissance nationale et internationale du territoire qu'ils partagent avec une foule d'autres êtres comme une sorte de nouvelle catégorie d'aires protégées sous le nom générique. Ce sont des gens qui parlent quechua, ils vivent dans les terres basses, ils vivent en forêt, mais ils parlent quechua, de Causacsacha. Causacsacha signifie, si vous voulez, que, alors c'est la forêt vivante en quechua, mais la glose que les habitants de Sarayaku en donnent, je vous la cite telle qu'elle a été formulée en espagnol. Causacsacha signifie que la forêt est entièrement composée d'êtres vivants et de relations de communication que ces êtres entretiennent. Tous ces êtres, depuis la plante la plus infime jusqu'aux esprits protecteurs de la forêt, sont des personnes, runa. Runa, c'est le terme qui désigne pas simplement les humains, mais qui désigne des personnes qui sont dotées d'une intériorité, justement, qui vivent en communauté et qui développent leur existence de manière analogue à celle des humains. C'est pourquoi, poursuit la pétition, l'objectif est non seulement de préserver les territoires des peuples premiers, mais aussi, c'est ça qui est important, mais aussi la relation matérielle et spirituelle que ces peuples tissent avec les autres êtres qui habitent
la forêt vivante. Il ne s'agit donc pas ici de donner des droits à la nature en général. Encore une fois, c'est une abstraction, puisque, en plus, la plupart du temps, on ne lui donne pas les moyens d'exercer ses droits. Ou à des plantes, ou à des animaux, qui seraient vus comme des sortes d'humains en curatelle, ou encore de protéger un espace du fait des ressources physiques qu'il contient, qu'il s'agisse de biodiversité ou de ressources naturelles, d'objets naturels transformables en marchandises. Ce qui est ici le sujet du droit politique demandé, ce ne sont ni les humains ni les non-humains, ce sont les relations tout à fait singulières qu'ils tissent entre eux. C'est d'une très grande originalité. Alors, une autre raison d'espérer, en dehors d'expériences de ce type-là, quelle que soit pour le moment la traduction juridique que on leur inutile de dire qu'on n'a pas reconnu leur territoire. Enfin, peut-être faut-il le préciser. Mais au-delà de ces expériences de formulation nouvelle de rapport à la Terre, une autre raison d'espérer, c'est que en fait, les États ont commencé effectivement à reconnaître des droits, non pas des communautés humaines, mais à des entités écologiques, qui deviennent ainsi des sujets juridiques et politiques, des personnes morales susceptibles de faire valoir leur point de vue par l'intermédiaire de mandataires humains dont ces entités écologiques constituent le milieu de vie. Le cas le plus connu, parce qu'on en a le plus parlé, est celui de la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande, dont la personnalité juridique a été acquise grâce aux pressions des communautés maoris qui sont établies le long de son cours, mais de nombreux cas existent autour du monde avec des degrés de protection plus ou moins grands en fonction de la nature des États et des garanties qui sont données aux populations humaines ou non humaines dans ces États, mais c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. En outre, des juristes comme Sarah Van Huxen, qui est venue, je crois, ici déjà, ou Marie-Angèle Hermite, ou Valérie Cabane, ont montré que les systèmes juridiques existants sont en fait assez souples pour permettre que des milieux de vie très divers puissent devenir des sujets de droit, bouleversant ainsi le sens du rapport à la Terre en inversant les droits et les responsabilités qui en découlent, puisque l'appropriation part du milieu vers les humains et non pas à l'inverse. Finalement, ce que les anthropologues et les historiens montrent, je crois, c'est que l'utopie peut changer de camp, puisque historiens et anthropologues apportent la preuve que d'autres manières d'habiter le monde et d'y subsister sont possibles, au-delà des expériences que j'ai évoquées tout à l'heure, puisque certaines de ces manières d'habiter le monde, aussi improbables qu'elles puissent paraître à présent, ont été explorées ailleurs ou jadis. Donc l'avenir n'est pas un simple prolongement linéaire du présent. Il est gros de potentialités inouïes dont nous devons collectivement imaginer la réalisation afin d'édifier au plus tôt une véritable maison ou un ensemble de maisons, puisqu'il est illusoire de penser qu'on va créer une maison commune sur la planète, mais on peut très bien envisager des chaînes de maisons dont la nature sera effectivement peut-être probablement très différente, avant que la maison commune, qui reste encore une abstraction, ne s'écroule sous l'effet de la dévastation désinvolte à laquelle certains humains l'ont soumis. Donc vous voyez, je ne suis pas complètement pessimiste, mais c'est une course de vitesse.